La liberté est considérée donc comme la valeur pour laquelle on peut mourir, autrement dit, une forme de valeur absolue. Pourquoi? Que signifie cette liberté-là, cette liberté à laquelle on érige du statut de la liberté, cette liberté qui guide le peuple, comme chez Delacroix, qui est incarnée donc dans une femme, une allégorie, finalement qui devient l'idée même de la nation, de la République. Donc on a ici affaire à une valeur cardinale, à un idéal absolu, pour lequel, en effet, juste récemment, certains sont morts. Que signifie cette liberté d'abord, au-delà de cet emblème, de cet idéal porté? C'est cette idée de libération qui est fondamentale, que nous allons d'abord évoquer. Premier temps, donc, c'est l'utopie de la libération. L'utopie de la libération, c'est en effet une conception qu'on pourrait appeler réactive au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire que ici, il s'agit bien d'une réponse à une forme de domination, à une forme d'oppression. Le premier type de libération, la première forme la plus essentielle, c'est évidemment la libération contre l'esclavage, c'est-à-dire une forme d'affranchissement, au sens quasi juridique du terme, le fait de passer du statut d'esclave à un statut d'homme libre. Cette idée-là d'affranchissement est incarnée évidemment par la figure de Spartacus, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai appelé cette conférence de Spartacus et Bacconi Amatrix. Spartacus, vous vous en souvenez, c'est cet esclave qui, en 70 avant Jésus-Christ, eh bien, lance une révolte des esclaves qui dure 2 ans et qui arrive à fédérer tout un ensemble d'esclaves avant d'être absolument réprimés, et les esclaves sont crucifiés sur la voie à la fin, et donc évidemment toutes leurs prétentions sont réduites à néant. Mais il n'en demeure pas moins que Spartacus est dès lors un symbole, le symbole de celui qui tente de briser ses chaînes pour devenir un homme libre. Et d'ailleurs, en écho à cet effort-là, eh bien, quelques 20 siècles plus tard, un mouvement révolutionnaire pour qui la liberté ne sera pas la première exigence, plutôt l'égalité, j'y reviendrai la prochaine fois, s'appellera le mouvement spartakiste. Donc Spartacus, figure de l'affranchissement, figure d'une révolte, d'une insurrection contre un système esclavagiste, où je vous rappelle, un esclave n'a aucun droit, un esclave est une chose, un esclave est finalement simplement un objet, et un maître peut disposer de son esclave comme un objet. Il peut tuer, violer, enfin tout est possible, et donc il s'agit bien d'une conquête de la dignité et d'une conquête de l'essence humaine dans ce geste d'affranchissement. Ce geste-là, ce geste de libération, d'affranchissement de l'esclave, on le retrouve à partir de là, avant bien sûr, mais je prends Spartacus comme code, on le retrouve depuis lors à des moments essentiels. Évidemment, avec l'esclavage des Noirs, qui est à la fois l'objet de l'Europe, mais aussi du monde arabe. Vous savez qu'il y a 2 formes d'esclavage à partir de l'Afrique, et qui va demander énormément de temps avant d'être ne serait-ce que dénoncé. Ainsi, je voudrais que tu montes un peu plus la lumière, parce que pour le coup... Pour toi. Pardon? Oui, merci. J'ai l'impression d'être dans une pénombre dont la lumière seule nous sortira. Donc, c'est-à-dire que cette forme d'esclavage qu'on retrouve depuis l'Antiquité, qui va perdurer, qui perdure très longtemps, comme vous le savez, provoque des formes de résistance qui ne sont pas toujours le sursaut, l'affranchissement, mais notamment, par exemple, des formes de résistance souterraine. Je pense évidemment à des formes à Haïti, dans les Antilles, à des formes de religion qui sont comme des revanches par rapport aux dominateurs blancs, à la sorcellerie, c'est-à-dire à des formes qui sont, avant d'être l'émancipation totale, déjà des résistances qu'on pourrait appeler culturelles. Évidemment, ce combat contre l'esclavage, qui va être initié par la Révolution française, qui d'abord un combat théorique, on se souvient que Voltaire, dans Candide, dénonce l'esclavage, ce qui n'empêche pas lui-même d'être propriétaire et d'utiliser des esclaves dans le nouveau continent. Donc il y a des contradictions qui sont propres à cette époque, aux Lumières. Mais il n'en demeure pas moins que l'idée même d'esclavage, progressivement, devient intenable, et elle est d'abord intenable en théorie, au point que, effectivement, avec la guerre de sécession et Lincoln, l'esclavage finit par être aboli aux États-Unis, comme vous le savez, mais il perdure sous une autre forme avec la ségrégation. C'est-à-dire qu'il y a des formes plus, j'allais dire plus discrètes, en tout
tout cas plus masqué, l'esclavage. Vous vous souvenez que l'apartheid c'était séparé mais égaux. Je parle ici d'Afrique du Sud. Évidemment, cette séparation est une forme de domination, puisqu'il est interdit d'avoir accès aux mêmes choses. Il y a une séparation qui, évidemment, aboutit est l'équivalent d'une oppression d'un groupe, en l'occurrence les Blancs, sont les Noirs. C'est le cas pour l'Afrique du Sud, c'est le cas aux États-Unis. Vous vous souvenez évidemment que le mouvement des Noirs américains sur l'ensemble du XXe siècle qui culmine avec un certain nombre d'actions, que ce soit évidemment Martin Luther King, que ce soit Malcolm X avec une identité cette fois musulmane, eh bien ces mouvements-là, qui sont des mouvements d'émancipation, sont, je dirais, les lointains descendants de Spartacus et ces mouvements de résistance à l'esclavage qui simplement s'est transformé, mais dont la domination demeure. Il suffit d'ailleurs de voir aujourd'hui les cas d'assassinat de Noirs aux États-Unis par la police et la manière ce que ça déclenche pour voir que ces questions raciales, cette forme d'oppression-là n'a pas disparu et qu'il ne faudrait pas forcément bon être noir aux États-Unis, et que c'est un combat multiséculaire, que cet affranchissement-là. Donc, affranchissement, c'est bien cette première idée de liberté et qui, notamment, passe par, en général, le stigmate d'une différence, c'est-à-dire, en l'occurrence, la peau, par exemple, noir, blanc, qui peut passer par d'autres formes. Donc, première forme de libération, que cet affranchissement qui passe par le fait d'enlever un collier. Pour ceux qui sont amateurs de Game of Thrones, par exemple, eh bien, vous savez que, justement, ce symbole du collier qu'on enlève, c'est, depuis toujours d'ailleurs, la marque du passage à l'état dominant. Une deuxième forme de ces utopies de la libération n'est plus contre l'esclavage, mais contre une forme d'empire. Alors, évidemment, il y a des points communs, d'autant que empire signifie en grec domination. Alors, qu'est-ce qu'un empire? Un empire, c'est le régime qui exerce une domination, qui se caractérise par la domination, c'est-à-dire par l'autorité générale d'un sur plusieurs, voire sur tous, et ça c'est au niveau politique, et au niveau, je vais dire, culturel, au niveau national, au niveau ethnique, c'est en général la domination d'un peuple sur l'autre. Par exemple, évidemment, dans l'Empire austro-hongrois, la domination de l'Autriche et de la Hongrie sur l'ensemble des autres peuples, serbes, slovènes, etc. Donc, dans l'idée d'empire, si vous voulez, il y a une double dimension, qui est une dimension à la fois politique, au sens du régime, la forme d'autorité, si vous voulez, qui s'applique, et puis une dimension culturelle. Évidemment, la figure de résistance à l'empire, de sursaut, d'affranchissement, c'est ici Moïse. C'est-à-dire que Moïse, tel que la Bible nous raconte dans l'Exode, eh bien, le peuple juif est en Égypte, c'est-à-dire que Joseph s'est installé en Égypte comme Premier ministre, comme celui qui va expliquer à Pharaon comment faire au mieux pour survivre, et puis des générations passent et ses descendants se retrouvent esclaves et donc fabriquent les pyramides. Et Moïse est cette figure qui va unifier un peuple et lui permettre de sortir, de quitter cet esclavage, de quitter l'Égypte, de traverser eh bien, cet obstacle, cette limite qui est la mer Rouge. Et donc c'est une figure en effet de l'affranchissement, figure mythique, qui d'ailleurs est célébrée par les Juifs chaque année par la fête de Pessah. Pessah qui signifie le passage, pas seulement le passage d'un pays à un autre et le passage de la mer Rouge, mais le passage de Dieu au-dessus des maisons, lorsque la 10e plaie d'Égypte survient, c'est la punition divine pour ne pas avoir laissé partir le peuple juif, le peuple hébreu. C'est-à-dire que là, ce qui est extrêmement intéressant, dans cette figure de fondateur, si vous voulez, qui est Moïse, et de libérateur d'un peuple, il y a à la fois cette idée d'un empire qui a tenu en captivité un peuple, il y a une figure, qui d'ailleurs va être celle qui amène la loi, qui va fonder la définition de ce peuple, et puis il y a une forme de transcendance, de révélation, Dieu, qui guide, qui inspire. C'est-à-dire que dans l'idée de libération, au-delà de la notion de dignité humaine et de dépassement, il y a cet appel, il y a cette forme de verticalité, de transcendance, qui peut être un appel divin, qui peut être une révélation. Si on a pu considérer que le message de Jésus était un message de libération par le passage à un autre plan, si vous voulez, c'est-à-dire le fait d'échapper au monde romain, au royaume n'est pas de ce monde, et donc d'une certaine manière de passage à
à la cité céleste, et donc une libération, si vous voulez, de ce monde. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que dans cet affranchissement-là, dans cette libération, il y a en effet un mouvement de sursaut, de dépassement qui peut être provoqué par cette transcendance, par cet appel. Alors, il est extrêmement important de voir aussi que la figure du libérateur et la transcendance sont indissociables ici d'une forme de communauté qui va devenir une nation. En effet, et c'est bien pour ça que je parle d'empire, j'ai parlé de la particularité de la domination d'un peuple sur l'autre, c'est à partir de la domination d'un peuple sur l'autre que cet esprit de libération va s'imposer. Je pense évidemment par exemple à la figure de Jeanne d'Arc, pendant la guerre de 100 ans, qui est la libératrice du territoire, un territoire, comme vous le savez, occupé par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, et d'ailleurs où la France est très près de devenir une partie du royaume britannique, puisque le roi est faible, etc. Et donc survient cette figure qui libère la France et qui paraît absolument sacrée. D'ailleurs, l'Église, après l'avoir brûlée, l'a canonisée, considérant qu'elle avait été une sainte et une sainte nationale. Donc, vous avez ici un peuple incarné et porté par cette figure, comme le dit Claudel, il y a deux miracles, Rimbaud et Jeanne d'Arc. Comment est-il possible qu'un enfant de 17 ans et une jeune fille de 18 ans ait pu ainsi bouleverser complètement et la poésie et l'histoire, quelque chose qui est lors de la visitation? Eh bien, on a ici cette résistance nationale contre une puissance impériale, colonisatrice, et qui permet une libération. Ce modèle-là est un modèle extrêmement important, puisque c'est celui qui préside à la Révolution américaine de 1776. En effet, la Révolution américaine est d'abord une guerre d'indépendance, comme vous le savez. Indépendance, c'est-à-dire une forme de libération de la domination britannique. Qu'est-ce que les Amériques, comme le dit Voltaire, quelques arpents de neige, quand il parle du Canada, c'est-à-dire cette manière très méprisante de considérer l'autre continent, l'autre monde comme une forme de ressource qui n'a pas vraiment d'identité de nom, qui est une dépendance. Eh bien, on a ici, avec la déclaration d'indépendance américaine, la revendication d'une identité et d'une émancipation par rapport à une puissance coloniale qui, en effet, à la fin du XVIIIe siècle, est sur toutes les mers. Vous savez que la marine britannique est la première au monde. Eh bien, la déclaration est de dire qu'un peuple se libère et se définit donc par cette libération, parce qu'il doit résister à l'oppression. C'est le préambule, le fameux préambule de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, une vision, si vous voulez, d'émancipation anticoloniale, qui d'ailleurs va rester extrêmement importante dans l'identité américaine, j'y reviendrai, qui se vit comme un pays anticolonial, un pays de la liberté. On est bien là dans l'utopie. Donc, vous avez ce modèle de la libération d'un peuple qui, à partir de là, à partir de la Révolution américaine et évidemment à partir des idéaux de la Révolution française, devient un paradigme. Et pendant tout le XIXe siècle, on a ces mouvements de libération nationale qui sont des tentatives, d'ailleurs réprimées parce que ce siècle est celui des princes et celui des empires, empire russe, empire austro-hongrois, empire allemand à la fin du siècle, empire ottoman, et donc cette domination des princes et des rois empêche et réprime systématiquement, comme pour la Pologne, comme pour la Grèce, ce qu'on appelle par exemple le printemps des peuples, c'est-à-dire cette prise de conscience d'une identité nationale, et cette idée de nation qui, notamment avec la guerre de 100 ans, a commencé à exister, vraiment, qui s'est développée, qui avec le 19e siècle des nationalités, éclate complètement. Et c'est évidemment cette revendication d'une autonomie nationale, c'est-à-dire d'avoir pour une nation sa liberté, le fait de se donner sa propre loi, autonomie, c'est se donner sa propre loi, eh bien, c'est cela qui va, de façon assez paradoxale, assez logique en même temps et paradoxale, aboutir au conflit meurtrier du XXe siècle avec les nationalismes, qui sont des revendications pour chaque peuple d'imposer une unité, une identité, voire une prééminence sur les autres peuples. Donc on voit ici, si vous voulez, comment à partir d'une libération, on aboutit à des catastrophes et avec la revendication de cette identité nationale au conflit les plus meurtriers. Il n'en demeure pas moins que l'idée de nation, notamment l'idée d'une nation qui se libère, si vous voulez, d'une domination, d'un empire, ne peut pas être considérée comme strictement négative, ne serait-ce que parce que, si vous suivez cette histoire-là, eh bien, elle est d'abord l'histoire aussi
de peuples qui sont en résistance contre les formes impériales. Je pense évidemment aux décolonisations, c'est-à-dire lors du XXe siècle, ce que vont devenir des pays africains ou des pays évidemment asiatiques, le Vietnam, le Cambodge, etc. Donc ces pays qui ont été sous domination essentiellement européenne pendant des siècles, à la suite de la Renaissance, des grandes découvertes, etc. Donc l'Europe s'est partagée le monde, vous le savez, et bien dans cet esprit d'indépendance nationale, successivement, les unes après les autres, les nations adoptent la forme de l'État-nation, c'est-à-dire un État pour une nation, avec cette revendication, en s'inspirant absolument des idéaux d'ailleurs occidentaux, d'une liberté et d'une autonomie, d'une capacité à déterminer son propre destin. Avec des paradoxes là aussi, c'est-à-dire que, comme vous le savez, par exemple le cas de l'Afrique, ceux que sont, qui sont des États censés être autonomes, sont en fait le pur produit d'un découpage colonial, qui s'est fait, en l'occurrence, au congrès de Berlin en 1885, où les ambassadeurs ont pris une règle et ont tracé un certain nombre de lignes, ce qui a pu donner des formes aussi géométriques qu'absurdes pour l'Afrique, où sont séparés des États. Donc, on voit là, si vous voulez, comment une utopie, ici, lorsqu'elle est appliquée, lorsqu'elle est suivie à la lettre, permet à la fois, eh bien, effectivement une libération, et en même temps, paradoxalement, parce que ces peuples restent dans une idée qui, en fait, contraire à une histoire, à une culture, une forme d'aliénation, c'est-à-dire la dépendance à autrui. Ce mouvement, n'empêche de décolonisation, évidemment marque un progrès, et marque une émancipation, et on le voit ainsi, par exemple, dans les figures qui expriment cette émancipation. Je pense ici à Aimé Césaire, grand poète, qui reprend le texte de Shakespeare, Une tempête. Il reprend la tempête de Shakespeare, et dans la tempête, Shakespeare exprime un point de vue colonial. C'est-à-dire que c'est une des dernières pièces de Shakespeare. L'histoire, vous la connaissez. Un homme qui est un magicien a été spolié par son frère de son trône. Il est jeté sur une île, et cette île était habitée avant lui par un autochtone qui s'appelle Caliban. Et le magicien a pris le contrôle de cette île et domine cet indigène, Caliban, et il en a fait son esclave. Et cet esclave ne cesse de se rebeller, et Prospero le mate. C'est une partie de l'histoire, il y en a d'autres. Donc, cette vision-là, qui est une vision clairement, si vous voulez, de la fin de la Renaissance, même si Caliban a des aspects qui peuvent être fascinants, ce point de vue du colonisateur, Aimé Césaire le renverse plus de 3 siècles plus tard, quand il écrit Une tempête, où là, il exprime le point de vue de Caliban, c'est-à-dire le point de vue du colonisé, qui lui va crier la liberté, la liberté. La liberté contre la domination du mage, qui apporte la technique, le savoir, qui prétend venir éduquer, si vous voulez, et au contraire, ce que veut Caliban, eh bien, c'est simplement cette valeur essentielle qu'est la liberté. Donc, si vous voulez, cette deuxième forme de libération contre l'Empire, cette forme d'émancipation qui est nationale, en bonne part, on voit qu'il court sur, ici, 3000 ans, de Moïse jusqu'à Césaire, et qu'il est consubstantiel d'une identité vécue comme collective. Alors, la différence avec les esclaves, c'est que les esclaves étaient des individus, pouvaient se considérer comme un groupe. Les esclaves romains n'appartenaient pas forcément à une ethnie particulière. Les esclaves noirs, après évidemment, ont cette marque distinctive, mais ils peuvent se considérer comme groupe et pas forcément comme nation. Et là, on passe déjà à une idée de nation, ce qui est assez différent, et ce qui évidemment est très structurant en termes d'identité collective. J'en viens maintenant à mon troisième moment, il y a la troisième forme d'utopie de la libération, et qui est une libération non plus contre l'esclavage, non plus contre un empire, mais contre une forme de tyrannie. Alors, quelle différence entre la tyrannie et l'empire? L'empire est une forme de régime dont j'ai évoqué la dimension multinationale, et effectivement le fait que c'est un régime autoritaire. La tyrannie a une valeur, je dirais, plus abstraite, si vous voulez. C'est-à-dire que, au sens premier du terme, vous savez, la tyrannie, j'en avais parlé quand j'avais évoqué Macbeth, eh bien, la tyrannie, c'est l'usurpation d'un pouvoir
qui n'est pas légitime. C'est le sens premier de tyrannie. À partir de là, la tyrannie en vient à signifier toute forme d'abus de pouvoir, toute forme de despotisme, un pouvoir excessif qui est justement privateur de liberté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'idée de tyrannie qui n'est pas simplement une forme politique, mais qui est vraiment, je pourrais dire, une forme ontologique, une forme essentielle, c'est-à-dire l'écrasement d'une liberté. Et donc, elle devient un emblème. Et cet emblème, c'est l'étendard sanglant. De la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. C'est-à-dire une idée. Et donc une idée qui est directement opposée à la liberté. Alors, de quoi s'agit-il ici, avec cette tyrannie, et quelle figure pouvons-nous considérer après avoir évoqué successivement Spartacus et Moïse? Il me semble évidemment que c'est la figure de Brutus. Brutus le libérateur, Brutus le romain, les deux Brutus d'ailleurs. Le premier Brutus, comme vous savez, qui est celui qui marque la fin de la monarchie romaine, la fin de la royauté, en 509, celui qui chasse les Tarquins, Tarquin qui a violé une femme mariée, noble, et qui se comporte précisément de façon tyrannique, à la fois dans sa vie privée et dans sa vie politique. Donc Tarquin, celui qui déclenche la République, le premier Tarquin, et puis, le premier Brutus, pardon, et puis le deuxième Brutus, celui évidemment qui assassine César, son père adoptif. Et d'ailleurs, vous savez que sur les murs était écrit à Rome, en 44 avant Jésus-Christ, Brutus soit un nouveau Brutus. C'est-à-dire qu'on incitait Brutus à empêcher César d'obtenir ce qui sera l'Empire, c'est-à-dire le fait d'être perpétué, d'abord pour 10 ans, puis à vie dans ses fonctions. Donc Brutus, ici, est bien la figure de celui qui incarne la liberté, de l'amoureux de la liberté, et Lorenzaccio, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, a évidemment ce modèle en tête: il faut que je sois un nouveau Brutus. Et cette figure de Brutus est vraiment celle qui, historiquement, résonne comme l'incarnation d'un idéal de libération contre une forme de tyrannie qui peut être une monarchie, un empire, ou toute autre forme, si vous voulez, autocratique de gouvernement. Ce modèle-là, ce modèle, si vous voulez, de libération contre la tyrannie, est un modèle extrêmement présent dans tout régime qui se conçoit comme républicain et qui instaure, ou qui en tout cas découle plutôt une révolution contre une monarchie ou un empire. Évidemment, la forme canonique, c'est la Révolution française. C'est-à-dire qui se vit comme une révolution de la liberté, de la libération, contre un régime désormais considéré comme ancien régime, régime de domination, régime où l'individu, les groupes sont opprimés. Lisez les discours de Robespierre, les discours de Saint-Just, lisez toute cette littérature révolutionnaire, et effectivement, la tyrannie, qui est pensée selon notamment les catégories romaines, et pas seulement, c'est les catégories des Lumières, est vraiment l'ennemi à abattre, le despotisme, comme il est indiqué, régime que Montesquieu a déjà évoqué pour l'Orient, mais qui est ici appliqué à la France, est bien l'ennemi qui a été supplanté. Donc, on a bien, avec cette figure de la tyrannie à abattre, un modèle qui est différent, si vous voulez, de la libération de l'esclavage et de la libération de l'Empire. Et ce modèle-là va induire une sorte de paradigme qui, à partir de la Révolution française, s'impose, et s'impose évidemment à travers toutes les révolutions du XIXe siècle, c'est-à-dire toutes ces révolutions dont l'objectif est enfin d'instaurer la République. République qui, comme vous le savez, est censée être prolongée par l'Empire, qui d'abord n'est jamais appliqué, la Première République, qui est censée être prolongée par l'Empire, et en fait, évidemment, l'Empire n'est pas un régime de liberté par définition, même s'il dit exporter la Révolution en Europe, puis avec la Restauration, l'enfouissement de la République, et puis toutes les révolutions, 1830, 1848, qui tentent de rétablir cette République aussitôt confisquée en 1830, d'où la déception de Musset dans un barrage là-dessus en disant voilà, la République n'advient pas. République qui lui rappelle 3 ans en 1848, avant d'être à nouveau renversée par un empire, le Second Empire. Et République enfin instaurée en 1870, et encore, qui met 10 ans avant d'être absolument entérinée, avant que les républicains enfin adviennent au pouvoir. Donc il aura fallu un siècle, c'est bien pour ça que l'historien François Furet, la Révolution française,
tel est le titre de son ouvrage, il a fait durer de 1770 à 1880, parce qu'il faut un siècle pour que la République d'idées devienne une réalité, et pour que cette idée de libération, cette idée de dépassement de la tyrannie, devienne une réalité institutionnelle, après une succession de régimes. Donc, on a bien cette question de la manière dont la libération s'institutionnalise et devient un régime dit de liberté, pensé comme la République. Là aussi, le Rattachur, référence absolue, la République, il nous faut ce mot-là, la République, régime de liberté contre la tyrannie, contre les formes de tyrannie. C'est bien ce paradigme-là qui fait qu'après, je vais ici à l'essentiel, les formes successives sont des formes non plus forcément impériales, mais totalitaires, vont obéir, à mon avis, à ce paradigme de résistance à la tyrannie. Et c'est bien là que vivre libre ou mourir prend tout son sens. Évidemment, avec des expériences comme celle de la résistance à l'occupation, on peut considérer que l'occupation allemande est une occupation de type impérial, certes, mais elle diffère profondément d'une occupation à la Napoléon par sa visée idéologique et par son projet mondial de destruction et de reconstruction. Et donc, il s'agit là d'un combat, si vous voulez, qui est un combat au niveau essentiel. Et certainement, c'est bien pour cela qu'on a pu appeler la fin de cette occupation la libération. C'est-à-dire un moment, avec un grand L, où la tyrannie a été défaite, rejetée, et en prélude même à l'instauration d'une nouvelle république, eh bien, une ère nouvelle s'ouvre, non seulement d'ailleurs en France, mais dans le reste de l'Europe, même si on ne parle pas finalement de libération en Allemagne, puisque, voilà, mais ce qui a été libéré, ce qui a été dégagé, c'est cette forme de tyrannie essentielle qui est devenue le totalitarisme, une sorte de quintessence de la tyrannie. Donc voilà, si vous voulez, que ce modèle de la libération, ce que j'appellerais un idéal, parfois réalisé, parfois utopique, dans le cas par exemple de l'esclavage de Spartacus, cet horizon-là de la libération est ce qui a vraiment donné sa tension à la quête de liberté dans l'histoire, à travers ces différentes formes de lutte contre l'esclavage, contre l'Empire et contre la tyrannie. Maintenant, la question qui se pose, au-delà de cette réaction, de ce sursaut face à l'oppression, est celle de la prise de conscience. Prise de conscience, c'est-à-dire que, comme le dit Jaurès, la chaîne était au cœur. Il ne s'agit pas simplement de se libérer, si vous voulez, dans les faits, se libérer matériellement, objectivement, mais de se libérer moralement, spirituellement. Puisque l'esclave le plus docile, l'esclave qui ne se rebellera jamais, est celui qui n'a même pas conscience de son esclavage, ou pire, qui aime son esclavage. Vous avez ainsi des figures de chiens fidèles. Vous en avez par exemple dans certains films comme Django Unchained, l'un des films de Tarantino, qui se passe pendant l'Amérique du XIXe siècle, donc le monde esclavagiste, et vous avez un vieux noir qui est plus esclavagiste même que ses maîtres, qui ne supporte pas de voir qu'un noir est à cheval. Il considère que c'est absolument un livre. Autrement dit, il a totalement intériorisé, si vous voulez, la loi des maîtres et totalement intériorisé sa domination. Donc, ce deuxième temps, après les utopies de la libération, serait celui des utopies que j'appellerais libertaires et plus, si je veux dire. Libertaires, c'est-à-dire celles qui poursuivent une idée de la liberté et une idée de l'émancipation, qui est d'abord une émancipation intérieure. Une sorte de prise de conscience. Et la première forme, c'est évidemment une émancipation intellectuelle. L'émancipation intellectuelle qui fait qu'on passe d'un état que Marx appellera aliéné, un état où donc on appartient à autrui, d'accord, on est dans la dépendance d'autrui, et parfois dans l'inconscience de cette dépendance, peut-être, à un état de prise de conscience de sa dépendance, de sa soumission, et donc à la possibilité d'une libération. Ce modèle-là, c'est le modèle platonicien de la sortie de la caverne. C'est-à-dire que, d'abord, l'homme de la caverne, dans la République, n'a même pas conscience, si vous voulez, qu'il est dans une caverne, que ceux qu'il voit ne sont que des ombres. Il faut leur extraire de force.
et même il faut le traîner dehors. Il ne veut pas, il ne supporte pas la lumière du soleil. Ça lui fait mal. C'est violent comme expérience. Et ce n'est qu'après qu'il se rend compte qu'il vivait parmi les autres et qu'il vivait dans l'illusion totale. Ce paradigme, c'est le paradigme évidemment d'initiation. C'est-à-dire le fait de passer d'un état d'inconscience de son animation à un état de prise de conscience que, eh bien, il y a un autre degré, il y a un degré auquel on accède après avoir traversé des épreuves qui vont permettre de réaliser ce qu'est la vérité. C'est évidemment le modèle de Matrix. C'est-à-dire que dans Matrix, vous avez cette vie est une vie totalement normée et normale, où chacun a l'impression d'être absolument maître de son destin, de faire ses choix, de se déterminer, et en fait, personne n'a conscience qu'il n'est qu'une illusion, qu'il est simplement un objet utilisé pour son énergie, et il faut donc qu'il y ait un choix, il faut donc qu'il y ait une action consciente, délibérée. C'est ce que propose le personnage de Morpheus que vous avez vu, c'est-à-dire, tu fais ton choix, prends une pilule, et en fonction de ce choix, tu resteras dans le monde tel que tu le connais, tu oublieras le reste, ou bien tu passeras de l'autre côté. Passer de l'autre côté, c'est en fait une forme de mort et de nouvelle naissance, c'est-à-dire mort à soi, mort à son identité sociale, mort à ses illusions, et passer à un autre état, c'est-à-dire le réveil, le réveil hors de la Matrix, avec tout ce que cela suppose de difficultés, de souffrances et de traversées. Ce modèle-là, ce modèle de l'émancipation, qui peut passer par l'initiation dans le cas de Platon, dans le cas des religions à mystère, dans l'Antiquité, dans le cas de Matrix, eh bien, il suppose un travail. Il peut soit venir par forme de révélation, par initiation, il peut supposer aussi une forme d'éducation, pour répondre. Et évidemment, c'est ici toute la pensée libertine qui est à l'œuvre, c'est-à-dire libertine, je l'avais dit quand j'ai évoqué Donjon, c'est celui qui se libère, qui s'est affranchi précisément. Un libertinus, c'est un esclave affranchi dans l'Antiquité. Et donc, ça suppose de s'être libéré de ces chaînes de pensée, de ces habitudes, de ces cadres, et surtout de ces tutelles, c'est-à-dire de ce qui vous maintient dans une certaine forme de dépendance, et surtout d'ignorance. Donc, ce geste-là, ce geste libertin, est un geste critique, évidemment, qui est un geste de remise en cause, de doute, des différentes formes d'autorité intellectuelle, et d'abord, évidemment, de l'autorité de l'Église, puisque c'est elle qui dit le dogme, qui dit ce qu'est la vérité, qui prescrit ce qu'il faut croire et ne pas croire. Ce mouvement-là, qui descend évidemment d'une tradition d'esprit critique antérieure, notamment la tradition d'esprit sceptique, qui elle-même déjà remet en cause la possibilité d'arriver à la vérité, eh bien, elle se cristallise au moment du XVIIe avec des figures telles que Cyrano de Bergerac, non pas le Cyrano qui est le Cyrano de Rostand, mais le Cyrano qui est le personnage historique réel, qui écrit par exemple une pièce qui s'appelle La mort de Néron. Et dans cette pièce, c'est la mort d'Agrippine. Dans cette pièce, Néron, c'est un raccourci, dit « Celui qui craint les dieux ne craint rien. Celui qui craint les dieux ne craint rien. » Vous avez ici deux manières d'entendre ce vers. Soit, celui qui craint les dieux ne craint rien, parce que le fait de croire dans les dieux, et donc de les craindre, fait qu'on n'a rien à craindre, puisque on craint les dieux, on n'a rien à craindre de plus. En revanche, deuxième manière de comprendre, craindre les dieux, c'est craindre rien, puisque les dieux ne sont rien. Là, si vous voulez, où la pensée libertine est géniale, c'est qu'elle multiplie ces doubles ententes que seul quelqu'un précisément initié pourra comprendre. À première lecture, celui qui craint les dieux ne craint rien est une parole pieuse. Je crains les dieux et donc je suis dans la crainte de Dieu dans la foi. Mais un deuxième degré de lecture va permettre de comprendre qu'en fait, il y a une remise en cause de l'idée même de Dieu et un esprit critique. Donc, cette pensée libertine, si vous voulez, qui était vraiment audacieuse, provocatrice, qui fait que certains philosophes sont brûlés, par exemple Giordano Bruno en 1600 est brûlé à Rome pour impiété, eh bien, elle travaille à d'abord émanciper, on parle, pas comme l'esclavage objectif, mais déjà émanciper l'esprit. Et cette émancipation-là, qui
qui se poursuit avec tout le courant rationaliste, qui cherche à établir la vérité basée sur la raison, aboutir à des certitudes, travaille et ronge, et finalement est bien une revendication d'autonomie de pensée. Elle met directement en lumière, avec cette devise des Lumières énoncée par Kant, sapere aude, ose penser par toi-même. Dans le texte Qu'est-ce que les Lumières, le philosophe Kant, un siècle et demi après Cyrano, dit voilà ce qu'est la devise des Lumières. Ose penser par toi-même. Si tu penses par toi-même, tu sortiras de ta minorité, c'est-à-dire de l'état de tutelle dans lequel tu te trouves, pour te retrouver maître de ton destin, être dans une autonomie de pensée. Et cette notion d'autonomie, le fait de se donner sa propre loi, est bien là une définition de la liberté, qui n'est pas simplement faire tout ce qu'on veut, mais faire ce qu'on doit, selon ce qu'on s'est donné comme loi. Donc là, on voit, si vous voulez, que cette émancipation intellectuelle, cet esprit critique qui se développe à l'âge moderne, travaille à saper déjà intellectuellement les bases mêmes de ce que sont les autorités. Et évidemment, c'est tout ce courant critique qui passe par les fameux textes des philosophes comme les lettres persanes, tous ces textes, si vous voulez, qui sont évidemment des remises en cause d'un mode social, d'organisation, d'un système, même sous couvert de parler d'un autre monde, comme le fait Cyrano dans l'autre monde, qui est censé décrire la Lune et qui en fait critique ce monde-ci. Eh bien, tout cela est déjà, comme le dira Tocqueville, une manière de pouvoir penser autre chose. C'est-à-dire qu'en étant dans une critique du monde existant, les philosophes, ce qu'on appellera plus tard les intellectuels, les écrivains, sont déjà en train de préparer un autre monde possible. Et donc, une libération de ces formes dominantes, que ce soit intellectuellement avec l'Église, que ce soit la monarchie. Donc, on a bien ici une émancipation, si vous voulez, et qui va se prolonger avec cet esprit critique et cet esprit fort par la suite. Deuxième forme d'émancipation, une forme d'émancipation qui, elle, passe par l'émancipation des modes de vie, et en particulier, et c'est bien là que l'idée de liberté résonne aussi, une libération du désir. C'est-à-dire la liberté entendue comme faire ce qu'on veut, ce dont on a envie, ce qu'on désire, par rapport à des normes, et en particulier des normes qui cadrent ce désir-là. Là, c'est le libertinage au sens sexuel du terme, c'est-à-dire la capacité à sortir du cadre monogame et du mariage hétérosexuel pour d'autres formes de désir, d'autres formes de plaisir, d'autres formes de vie. Mais il ne s'agit pas que de cela. Il ne s'agit pas, si vous voulez, avec ce désir, simplement de sexualité. On l'a vu quand on a évoqué l'an dernier, évidemment, Donjon, c'est-à-dire qu'il y a là une forme de revendication d'une liberté essentielle, un défi à toute forme d'autorité, une manière de dire « je suis libre, je suis maître de moi-même », comme le dit d'ailleurs dans Cinna Auguste, l'empereur, je suis maître de l'univers, je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être, c'est-à-dire cette volonté de souveraineté. En fait, le désir, et le désir notamment érotique, n'est jamais qu'une manière d'exprimer cette liberté absolue, le fait de se sentir lié par rien, par aucune obligation sociale, le fait d'être capable de défier toute autorité, notamment en suivant son désir amoureux et en s'arrêtant à rien. Donc, Donjon incarne cette forme de liberté-là, cette forme d'émancipation sociale et pas seulement sexuelle, qui, poussée à bout, en passant par les libertins du XVIIIe siècle et les eaux dangereuses sur lesquelles je ne reviens pas, j'en ai parlé l'an dernier, mais en arrivant jusqu'à Sade. Et alors Sade est un point limite que je veux ici évoquer, puisque chez Sade, la revendication des personnages est une revendication de liberté absolue. Liberté absolue qui va jusqu'à la destruction de l'autre. L'autre devient un objet de désir, de plaisir. On le voit dans le film réalisé par Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui, comme vous le savez, croise deux idées. L'idée sadienne de ce désir sadique précisément qui domine, et puis l'idée fasciste que l'autre n'est jamais qu'un objet et qu'il faut en faire sa chose pour le faire entrer dans son cadre. Donc, on a avec cette idée sadienne l'idée que la liberté est essentielle à l'individu et que suivre sa nature, c'est aller jusqu'au bout de cette liberté, même si elle est apparemment atroce, monstrueuse.
Et donc, c'est pour ça que dans les 120 journées de Sodome, vous avez des listes, à un moment, c'est que ça ne raconte même plus des histoires, vous avez des listes d'activités, d'accord, de phénomènes, et qui sont des inventions pour aller de plus en plus loin dans la liberté, dans l'imagination, avec évidemment ce champ du fantasme, et là on est vraiment dans l'utopie, d'une liberté qui serait totale, qui permettrait de tout faire, et de tout faire à l'autre, de tout faire pour soi. On aboutit là à un paradoxe, c'est-à-dire que aller jusqu'au bout de cette liberté, ce serait affirmer une liberté individuelle, une liberté qui est censée être naturelle, et en même temps, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut aller contre la nature. Il y a un paradoxe par rapport à la nature. Est-ce que suivre sa liberté jusqu'au bout, c'est aller dans le sens de la nature, ou bien, comme ça le dit en même temps, il faut violer la nature pour montrer qu'on a une liberté encore supérieure à celle de la nature. Donc, on est là dans une espèce d'impasse, mais il n'en demeure pas moins, pour ce qui m'intéresse ici, qui est la dimension politique, que Sade exprime un projet limite qui donne dans la philosophie dans le pouvoir, au milieu de la philosophie dans le pouvoir, comme vous le savez, chez Sade, les dissertations philosophiques alternent avec les orgies, et donc au milieu des orgies, il y a un moment de discussion philosophique avec un texte qui s'appelle « Français, encore un effort ». Et ce texte dit « Français, encore un effort et vous serez républicains. Comment faire pour aller jusqu'au bout de la liberté, pour qu'on sorte de la tyrannie et que, effectivement, tous les hommes soient libres ». Et donc c'est ce projet de liberté radicale qui apparaît comme un point limite de l'idéal de la Révolution française de liberté. Cette idée-là, si vous voulez, d'une liberté qui est une liberté qui passe par le désir et le fait de suivre son désir, j'en ai exploré le versant noir avec Sade rapidement, évidemment, il devient un enjeu, qui est un enjeu extrêmement important, pour la libération au sein même de la société, au sein du couple en particulier la libération de la femme. C'est-à-dire le fait d'avoir la maîtrise de sa sexualité, et en particulier de sa fécondité, c'est un combat qui va s'étendre sur plusieurs décennies, voire sur 2 siècles, un long combat qui va finalement apparaître non pas qu'une revendication simplement d'un plaisir ou d'un désir, mais bien comme la définition d'une place dans la société. Et donc, on voit que la question du désir et la question de la place sociale de l'identité, et donc la question du dépassement de l'aliénation sont absolument liées, en particulier évidemment au sein du couple. Vous savez que la femme est considérée comme mineure, par exemple, dans le code Napoléon, qu'elle n'a pas le droit d'hériter, de léguer, etc., qu'elle passe, comme on peut le dire, du père au mari. C'est pour ça que le statut de veuve est le statut le plus envié. Vous dépendez de personne. Par exemple, même au XVIIe siècle, Célimène est une veuve, et c'est le statut idéal, puisqu'elle est dans l'indépendance de personne, et elle peut utiliser ses biens comme elle le veut. C'est pour ça que Merteuil aussi est veuve dans les autres choses. Et bien, pour sortir de cette liberté qui est chèrement acquise au prix du veuvage, jusqu'à une forme de liberté qui évidemment passe aussi par une revendication d'égalité, j'en parlerai la prochaine fois, eh bien, il faut de longs combats qui montrent bien que la chambre à coucher est un lieu où s'exprime le pouvoir et pas seulement le désir. Ce versant-là, si vous voulez, de libération de la femme, d'où MLF, libération de la femme, qui en est l'une des formes, il passe aussi par la revendication de la liberté du désir, non plus conçue nécessairement d'ailleurs comme une forme de critique de l'Église, mais avec la libération sexuelle à partir des années 60, 70, comme une autonomie du désir, une autonomie de l'individu. Et on voit là, sur un mode qui est un mode qui peut être parfois polémique, parfois critique évidemment d'une société existante, on voit la continuation, si vous voulez, de ce fil, c'est-à-dire que l'émancipation sociale et morale passe par une émancipation du désir et passe par le fait de ne pas souffrir, de ne plus souffrir d'une normalisation. À partir de là, je vais faire le lien entre 2 choses. Le philosophe Michel Foucault, par exemple, qui étudie dans son histoire de la sexualité à la fois le désir et la normalisation, considère que, précisément, une manière d'émancipation, c'est une manière d'émancipation et de ne pas admettre un discours dominant, en particulier sexuel, mais pas seulement d'ailleurs sur ce plan-là, et c'est ce qui me mène à un 3e point, l'émancipation, j'ai parlé d'émancipation intellectuelle, l'émancipation sociale, et j'en arrive à l'émancipation totale, qui est une forme d'utopie de la pensée
libertines qui deviennent pensées ici libertaires. Donc, libertaire, ça signifie quoi? On peut dire que la pensée libertaire est aussi appelée pensée anarchiste. L'anarchie est parfois entendue comme le synonyme du chaos, mais ça n'est pas simplement ce que ça signifie. Quand on dit c'est l'anarchie, voilà que c'est le chaos, c'est un abus de langage. L'anarchie, comme vous le savez, ça signifie l'absence de pouvoir, et donc, comme le dit même un des fameux célèbres slogans anarchistes, ni Dieu ni maître. C'est-à-dire le fait de ne se reconnaître aucune forme de supériorité, aucune forme de tutelle, aucune forme d'autorité qui vous dépasse, pour pouvoir être dans l'expression de l'individu, de son désir, de son autonomie. Et donc, cette pensée anarchiste, qui découle de la pensée de l'émancipation, de la pensée libertine, qui l'étend à l'ensemble des domaines de la vie, a évidemment d'abord comme principale cible les autorités, d'abord l'Église, l'État évidemment, mais pas seulement. Et on voit par exemple dans les formes d'anarchisme qui se développent en partie au XIXe siècle, que ce soit en France et en Russie, que même les corps, comme les partis, etc., sont soupçonnés d'être des formes d'oppression et d'autorité. C'est pour cela que ce soit avec Bakounine et Kropotkin en Russie, et avec des anarchistes radicaux en France, il y a une forme de violence qui s'exprime contre les institutions. C'est pour cela que les anarchistes russes assassinent les tsars, tentent de faire des complots pour faire sauter un système qui évidemment est un système d'autocratie, c'est-à-dire de domination absolue. C'est pour cela qu'en France, le président Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste, Caserio, à la fin du XIXe siècle. C'est pour cela qu'il y a une bombe qui est jetée dans l'Assemblée nationale par un anarchiste. C'est pour ça que dans Germinal, vous avez un personnage d'anarchiste qui est joué dans le film de Claude Berry par Laurent Terzieff, qui met une bombe dans une usine pour tout faire sauter, pour faire sauter le système. C'est-à-dire que cette propagande par le fait, c'est l'idée de faire sauter le système. Vous avez cette tendance-là qui va se retrouver dans la bande à Madère au XXe siècle, les brigades rouges. Donc c'est avec tous ces courants qui, dans une logique anarchiste de faire sauter le système, feront sauter des postes, donc des représentations de l'État, si vous voulez, des institutions qui sont considérées comme des formes d'oppression. Ce courant-là, qui est la forme violente de l'anarchisme, n'est pas la seule, même pas forcément la forme dominante de cette revendication d'émancipation totale, parce que, évidemment, il y a non seulement des formes de conflit, mais surtout des formes de retrait, c'est-à-dire une idée de liberté qui va se trouver entre soi, dans l'autogestion, dans l'autonomie. C'est l'idéal de la Commune de Paris, qui dit, voilà, nous allons constituer un pouvoir autonome, la Commune qui vient de la Révolution française, et ce pouvoir autonome, eh bien, ne sont pas dans l'indépendance de supérieurs qui nous gouverneraient, nous allons pouvoir nous donner notre propre loi. Donc l'idée vraiment de l'anarchisme, qui évidemment a donné lieu à de nombreuses utopies de communautés indépendantes, autogérées, qui vivent en marge d'un système, qui vivent loin, si vous voulez, des structures considérées comme dominantes, l'État, le marché, etc., qui sont des lieux évidemment utopiques de liberté, et aussi d'égalité, j'y reviendrai, eh bien, ne sont pas forcément dans une forme de confrontation directe, mais parfois une forme de retrait, une forme d'éloignement. Et je reviens ici à Michel Foucault. Évidemment, ce qui est critiqué, ce n'est pas seulement l'autorité, c'est la norme. La norme, la normalisation, c'est-à-dire ce qui, finalement, fait obstacle, ombrage, et même nie l'individu. C'est-à-dire nie ce qu'est la subjectivité, ce qui est la particularité, la singularité de l'individu, ce qui le caractérise particulièrement. Cette idée d'un individu qui s'égale à sa singularité, à sa liberté, fait que ces mouvements ne supportent pas, évidemment, de tutelle ou de normalisation. Et donc tous les discours, à partir de Michel Foucault notamment, et pas seulement, sur les marges, la divergence, les anormaux, tout ce qui finalement justifie des sorties du cadre, on le retrouve aujourd'hui encore, par exemple, dans des fictions. Je pense ici au film Divergente, par exemple, dont le titre même montre que voilà, la société normalise, et quelle place pour quelqu'un qui n'entre pas dans ce bout-là, quelle place pour un individu dans sa différence et dans son originalité. Ce qui m'amène, troisième et dernier temps,
à considérer non plus les utopies de la libération, ni les utopies de, disons, de la pensée libertaire et libertine, mais, troisième temps, les utopies libérales. C'est-à-dire, ici, des utopies qui précisément sont fondées sur l'idée d'individu, dans ses droits, dans sa singularité, et finalement, dans sa valeur absolue. Alors, cette idée libérale, qui est évidemment celle dans laquelle nous vivons, c'est pour cela que je termine par elle, elle est d'abord une pensée politique, c'est-à-dire une utopie où on est passé des libertés, qui étaient les libertés d'Ancien Régime, avec justement des libertés qui étaient différentes en fonction de chaque groupe. Vous savez que les libertés, ce sont jamais que l'autre nom des privilèges. Qu'est-ce que les privilèges? Ce sont les lois particulières. Privata lex, privilèges. Donc des lois particulières, c'est-à-dire qu'un bourgeois a des privilèges. Il a le privilège de porter, par exemple, de faire du commerce. Les nobles ont des privilèges, etc. Donc vous avez des lois particulières qui diffèrent. Et bien on passe de ces libertés à la liberté, avec la Révolution française, c'est-à-dire à une loi considérée comme abstraite, qui vaut pour tous, liberté égale pour tous, et donc à une forme d'universalité essentielle, et bien une définition de l'individu par la liberté. Si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2, les droits fondamentaux sont la liberté, premier droit, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Premier droit, la liberté, fondamentale. Et le dernier droit, c'est la résistance à l'oppression, qui n'est jamais que la définition négative de la liberté. C'est-à-dire la capacité de se révolter, constitutionnelle, lorsqu'il y a une forme d'oppression. Vous savez certainement que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen est considérée dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes comme le texte le plus fondamental de tous. C'est-à-dire qu'il prime sur tout autre texte de loi. Toute loi, toute constitution, c'est le texte canonique. Et dans ce texte canonique, dans le deuxième article, on vous dit que le droit fondamental, c'est la liberté. C'est dire qu'elle est considérée comme la valeur absolue. Après, il s'agit bien sûr d'un principe, qu'en est-il en réalité, ça fait partie de la question. Donc, vous avez ce principe de liberté, et ce principe de liberté politique se décline évidemment à travers toutes les libertés qui peuvent définir un individu, la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de croyance, etc. Ce sont les libertés politiques. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce libéralisme politique, qui est un courant qui se constitue, disons, à partir de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle surtout, se développe, et se développe constamment dans une idée qu'il faut défendre l'individu contre la collectivité, l'État, donc l'intérêt particulier doit être préservé, la singularité, contre une oppression qui est une oppression collective. C'est en effet, si vous prenez toute la lignée, en partant de Locke, philosophe anglais, qui est évidemment l'un des fondateurs du libéralisme politique, avec l'idée que voilà, il faut préserver absolument les droits de l'individu. Ensuite, avec Montesquieu, l'idée de la séparation des pouvoirs qui permet, parce qu'il y a division des pouvoirs, de ne pas opprimer l'individu non plus. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Puis, avec Tocqueville qui, lui, voit monter précisément cette vague de démocratie qu'il observe en Amérique, et qui voit une forme d'uniformisation, qui donc se demande comment préserver une forme de liberté alors que l'État se développe et que l'État commence à tout contrôler, comme il le dit dans un texte célèbre, que ne peut-il leur ôter la peine de penser, puisqu'il s'occupe de tout pour eux, comme mère prévoyante, etc. Donc comment préserver l'autonomie, comment préserver la singularité, et qui se poursuit ainsi jusqu'à Raymond Aron, qui, au moment des totalitarismes, a une hantise qui est de défendre absolument la liberté individuelle contre la domination collective. Donc vous voyez, ce courant de pensée libérale, je pense que je parle en termes politiques, c'est un courant fort qui évidemment s'appuie et même détermine le socle qui nous constitue, c'est-à-dire les constitutions, c'est-à-dire les lois, etc. Nous sommes dans une démocratie libérale, dite libérale. Ce courant-là a aussi une caractéristique, c'est que pour une bonne part,
ils considèrent comme indissociables la liberté politique et la liberté économique. C'est toute l'ambivalence du libéralisme, qui à l'origine est un terme politique, qui définit défense et liberté que j'ai évoqué avec vous. Eh bien, ce libéralisme, pour certains des théoriciens et penseurs, considère comme indissociable liberté politique et liberté économique. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté économique se définit, comme vous le savez, par la liberté d'entreprendre, la liberté notamment de commercer, c'est-à-dire comme un minimum de régulation, pour que l'acteur individuel puisse, l'agent économique, comme on dit, puisse librement faire ses actions, c'est-à-dire acheter, consommer, vendre. Voilà. Donc, dans la pensée, dans le libéralisme économique, qui évidemment est la justification idéologique du capitalisme, le libéralisme économique dit qu'il faut, comme le dit Adam Smith, laisser faire, laisser passer. D'accord ? Laisser faire, laisser passer, laisser circuler avec le moins de régulation possible, parce que le marché est ce qui va finalement permettre l'harmonisation. Et donc, cette liberté économique, comme Marx l'a critiqué, le problème c'est qu'elle n'induit pas nécessairement une liberté politique. Du point de vue libéral, les deux libertés sont indissociables. Vous êtes libre totalement si vous êtes à la fois libre politiquement et libre économiquement d'entreprendre. La critique, évidemment, qui est faite, c'est qu'il est plus facile pour certains d'être libre que d'autres, puisqu'il est plus facile d'avoir toutes les libertés quand on a les moyens d'exercer sa liberté économique, autrement dit, les moyens financiers. Et donc, qu'en fait, cette liberté économique rend complètement hypothétique, voire illusoire, les autres libertés. C'est ce que Marx dit en disant que désormais, avec cette liberté économique qui prime, les libertés politiques sont formelles. Et elles ne sont que des libertés illusoires et pas des libertés réelles. Puisqu'on n'est pas libre, on n'a pas les moyens d'exister, on n'a pas les moyens de participer à ce marché. Et c'est pour cela, et j'en viens là, que évidemment la liberté et toutes ces idéologies de la liberté vont être en conflit direct avec les idéologies de l'égalité, dont je parlerai la prochaine fois, les idéologies de l'harmonie notamment. Eh bien, évidemment, la question étant de concilier les deux, et les libéraux disant que la liberté est finalement le socle fondamental qui fait qu'on peut avoir une dignité d'individu, une singularité, et qu'elle est complète, et qu'elle ne se morcelle pas. Il y a ici, évidemment, un paradigme de cette utopie, et c'est le paradigme du rêve américain. C'est-à-dire précisément un pays, et là on est vraiment dans une conception utopique essentielle, un pays qui se considère comme d'abord anticolonial, puisqu'il s'est libéré de la domination britannique. Donc, il se considère comme anti-impérialiste, ce qui évidemment est contraire à son histoire, puisque l'histoire des États-Unis est celle d'un empire qui s'est construit d'abord sur son propre continent, puis à l'échelle du monde, avec évidemment des dimensions positives. Ne soyons pas là à parler gentiment, s'ils n'ont pas été deux fois libérés par les Américains, car on parlera peut-être allemand. Donc évidemment que cette dimension d'intervention mondiale a une vertu, si j'ose dire. Elle a aussi évidemment une forme de violence au Vietnam, en Amérique latine, etc. Donc il y a, si vous voulez, le discours idéologique de puissance émancipée anticoloniale et une réalité impérialiste. Il y a aussi dans ce rêve américain l'idée que l'individu est au centre et que, en fait, la liberté est absolue, ce qui contraste, pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, avec la complexité bureaucratique réelle. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble il ne faut pas faire un pas, en fait, sans tomber sur des lois, des normes, etc. C'est extrêmement complexe. Et en même temps, on exalte la singularité. On exalte la singularité avec un discours extrêmement normatif, c'est-à-dire qu'il faut être chacun soi, mais ensemble. Donc il y a des affirmations de différence, et donc une exaltation de cette liberté, de cette différence. Et en fait, il y a un accord sur un certain nombre de valeurs communes essentielles qui aboutit à une normalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dans ce rêve américain tous les paradoxes de l'utopie libérale,
c'est-à-dire tous différents, mais en portant la même chose. C'est ce qui est très frappant dans les marques, par exemple, c'est penser différemment, quand vous êtes pareil. Et puis, cette idée en même temps de l'autonomie, que chaque individu peut arriver, et en exerçant sa liberté, justement, au sommet. Donc ça, c'est évidemment fondamental dans le rêve américain. C'est just do it, d'accord? Fais-le, et tu prends ton destin en main. Et effectivement, vous avez cette idée que tout est possible à lui, ce qui est évidemment partiellement vrai. Et qu'on peut arriver en étant un mendiant et se retrouver 20 ans plus tard en étant milliardaire. On peut arriver en étant un bodybuilder et au bout de 30 ans être une star de cinéma et gouverner l'un des plus grands États des États-Unis, la Californie. Cet homme existe, il s'appelle Schwarzenegger. Donc c'est tout à fait possible. Il a commencé en faisant de la musculation devant les studios d'Hollywood. Donc, si vous voulez, il y a ces exemples qui font qu'on est dans un pays où le mythe de l'individu roi eh bien, fait que tout semble possible et que la liberté ici apparaît comme préservée absolument. Et en effet, la liberté est ce qui est revendiqué dans les textes, dans les valeurs, et c'est même comme ça que les États-Unis se sont construits, puisque ceux qui sont d'abord arrivés aux États-Unis, pas seulement les prisonniers qu'on voit dans la UNESCO, qui sont envoyés, les prostituées, etc., ce sont ceux qui fuyaient les persécutions européennes, qui cherchaient une liberté d'abord religieuse, comme les protestants, les juifs d'Europe centrale, etc., et puis finalement d'autres formes de liberté. Donc, les États-Unis, terre de liberté, avec les statuts de la liberté symboliquement offerts par la France de la fin du XIXe siècle, qui accueillent les nouveaux immigrants. J'avais évoqué, je crois, déjà avec vous, ce regard qu'on a des immigrants dans le Parrain. On est au début du XXe siècle, vous avez un bateau, et puis il y a tous les immigrants d'Europe, d'accord? Il y a des Irlandais qui ont souffert de la famine, il y a des Juifs russes persécutés par les pogroms, il y a des protestants, etc. Il y a, voilà, tous les paria d'Europe qui arrivent, ils sont sur le bateau, et c'est un plan magnifique du Parrain. Vous voyez leur regard sur la statue de la liberté. Et vous voyez que ces hommes qui arrivent avec un sac, tout est possible pour eux. Une nouvelle vie commence. Précisément, une vie où ils sont libres, et libres d'être d'abord eux-mêmes, et pas être soumis à des oppressions qui sont les oppressions de la vieille Europe. Évidemment, ce mythe est extrêmement puissant, avec tout ce qu'il suppose également de voyage et de normalisation et de violence. Puisque, j'ai évoqué par exemple les différences raciales, etc., cette liberté nous permet tous, et finalement, et c'est là-dessus que j'aimerais en arriver, on aboutit ici à un paradoxe, c'est-à-dire que cette revendication de la liberté absolue repose sur l'individu, et donc sur un individualisme radical, chacun pour soi, et donc, en un sens, à revenir à une guerre tous contre tous, que décrivait très bien Thomas Hobbes dans le Léviathan, c'est-à-dire à non pas seulement une compétition, mais finalement, vraiment, à une forme de conflit. Et donc, en un sens, on a bien ici une revendication de l'individu dans ses besoins, dans son matérialisme, et on arrive à ce que la revendication de la liberté soit finalement soluble dans le marché, c'est-à-dire dans la dimension économique, dans la dimension simplement de satisfaction des besoins. Et le paradoxe de cela, c'est que l'autre branche fondamentale que j'évoquais tout à l'heure, c'est la branche libertaire, qui est celle qu'on a, par exemple, celle de la libération sexuelle des années 60-70, qui était dans l'idée de jouir sans entrave, du désir pour tous, jouir sans entrave, etc. Et bien paradoxalement, à partir de cette idée de la satisfaction des besoins de l'individu, aboutit au même point. C'est-à-dire que pour satisfaire les besoins de l'individu, qu'est-ce qui va satisfaire les besoins de l'individu? Eh bien, le marché. Et ce marché fait que l'individu devient roi. Et donc, le résultat de la liberté, eh bien, la liberté de consommer qui s'est transformée en une tyrannie de la jouissance. C'est-à-dire qu'il faut consommer pour avoir le sentiment de participer à cette économie du plaisir et du désir. Donc on voit là, si vous voulez, qu'on est dans on a poursuivi jusqu'au bout cette idée de la liberté. On en a vu les sursauts avec la libération, les formes de libération contre différentes formes d'oppression, l'esclavage, l'empire, la tyrannie. On a vu que cette libération passée par l'émancipation est donc
une pensée critique, qu'elle soit partielle et qu'elle porte sur le champ intellectuel, le champ social, ou bien dans une volonté totale d'émancipation vis-à-vis des différentes formes d'autorité, donc finalement une critique de la norme, et que la pensée libérale, qui est une pensée de la liberté politique et économique, aboutit, me semble-t-il en tout cas, c'est bien pour ça qu'il y a une utopie dans ce discours en bonne part, non seulement pas une liberté totale évidemment, mais en plus de cela, à une forme d'asservissement relatif. Donc, la question sur aujourd'hui, qu'est-ce que la liberté et quelle est la liberté que nous voulons? Eh bien, il me semble, et ce sera ma conclusion, que il y a 2 mois de cela, certains événements nous l'ont rappelé. C'est-à-dire que nous avons fini par croire que la liberté n'avait pas forcément grand sens et que nous étions dans une sorte de torpeur et que ces concepts-là, qui avaient été ceux pour lesquels eh bien, des peuples ont pu se battre, se lever et mourir, étaient finalement assez vides de sens. À une autre échelle, on a vu que des hommes pouvaient vivre et mourir pour la liberté, surtout être tués pour cela, pour l'idée de la liberté. Et il y a eu un moment, effectivement, où, comme d'autres grandes heures de l'histoire, eh bien, un peuple s'est senti porté par cette idée de la liberté. La question qui se pose, c'est faut-il que la liberté soit menacée, attaquée, pour que nous nous souvenions qu'elle est essentielle? Je vous remercie.